Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre 4e épisode de la nouvelle saga À nous la côte. Nous sommes Teresa Fortier et Sarah Villemer. Et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et aujourd'hui, on se reconnecte avec la nature parce qu'on parle de faune et de flore. On est allé voir Marie-Pierre Fortier, apicultrice et propriétaire d'Herbamiel. Mais avant tout, on est allé voir l'homme panache aux Escoumins, Monsieur Jason Tremblay-Morneau, pour nous parler de chasse. Allons-y! On est présentement aux Escoumins en compagnie de Jason Tremblay-Morneau. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Écoute, je te dirais, c'est venu d'un petit peu partout. Parce que, tu sais, mon père est chasseur, mon grand-père est chasseur. Bien, des deux côtés de ma famille, dans le fond, il y a des chasseurs. Mais tu sais, c'est pas des chasseurs crinqués au fond. Là, tu sais, ils s'installent dans le cage, ils passent une semaine ou deux, puis, tu sais. Puis je te dirais que, justement, un petit peu de mon grand-père, il me racontait de ses histoires, ça me faisait triper. Ce que c'est qui a été un gros élément déclencheur, c'est que je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai jamais tiré de l'arc. J'ai rencontré Léo Maltais ici, puis il m'a montré à tirer. Par la bande, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes. Parce que je me rappelle, moi, écoute, c'est secondaire 2, quelque chose de même, mon professeur de sciences physiques, Pierre Beaulieu, de ce temps-là, lui, il voulait apprendre à tirer à l'arc. Moi, j'étais devenu quand même assez bon avec les années. Il disait, écoute, tu devrais me montrer à tirer de l'arc. Puis, ce qui s'est passé, c'est quand il montrait à tirer de l'arc, bien, maintenant, on est venu comme chum. Puis, il a dit, écoute, viens chasser avec moi cet automne. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir du fun. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a ramassé. Là, j'avais du terrain. C'est comparativement à chasser avec mon père, mon grand-père, tout ça, qu'on est dans une cage puis qu'on bouge pas, puis c'est comme plus plate, là, faut pas se le cacher. Bien là, j'avais du terrain, j'avais de la liberté, je pouvais aller partout, je pouvais coller des orignaux différents. Donc, ça m'a vraiment... J'ai vraiment pogné quelque chose de trippant au bout, là, tu sais. Puis, ce qui est le fun de la chasse aussi, c'est toute la gang. Tu sais, t'es dans le bois, c'est pas juste le souvenir de dire j'ai tiré l'ornial, c'est le souvenir de hey, on a eu du fun, te rappelles-tu quand ça avait craqué de là-bas, puis l'autre avait peur, puis l'autre aussi, puis toute cette affaire-là, c'est ça qui est vraiment trippant là, de la chasse. Là. Je suis guide chroniqueur formateur. En gros, là, ça ressemble pas mal à ça. Là. J'ai commencé, ben moi j'ai fait l'école en 2005, j'ai fait un cours de protection et exploitation de territoire faunique à la baie. C'est un cours dans le fond qu'ils appellent le cours de guide, là, quand ils disent ça, cours dans le fond. Ce cours-là, ils ne t'apprennent pas nécessairement à guider directement. Ce qu'ils vont t'apprendre, c'est, exemple, manipuler le GPS, faire des cours de canot, la scie mécanique, de la survie en forêt, tout ce que c'est qui va t'aider à justement avoir des clients avec toi dans le bois, puis d'être capable de ne pas être dans la marde, puis pas de mettre personne en danger. À partir de là, je me suis mis un petit peu au guidage. Quand j'ai sorti de ce cours-là, j'ai commencé à guider au caribou. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas, c'est ça. J'ai fait une année de caribou. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est quand je revenais ici, je recommençais à chasser, puis j'aimais l'orignal. Fait que j'essayais tout le temps d'appliquer un petit peu partout pour essayer de me trouver justement un poste de guide d'orignal. Puis c'est ça, après ça, j'ai commencé à Rimouski, puis écoute, là, ça a super bien été. Là, plus que les années avançaient, plus que je prenais des contrats un petit peu partout. Là. Il y en a quand même beaucoup. OK? Si on parle juste de guides, là, écoute, là, on parle ici là, dans la Côte-Nord, il y a des pourvoiries partout. Chaque pourvoirie emploie 2, 3, 4 guides, dépendant de la pourvoirie. Mais tu sais, exemple, ici, il y a peut-être bien 10-12 pourvoiries. Si on parle de 20-25 personnes, en région comme ça fait quand même des emplois qui sont assez importants quand même. C'est sûr que ça dépend des places. On arrive à Montréal, des guides, on n'en trouve pas beaucoup, là, mais c'est ça un petit peu. Là. J'essaie, ben moi, là, c'est certain que je commence à chasser à l'entour du 5 septembre jusqu'au 15 octobre, OK? Je me prends à peu près 4 jours par groupe, OK? Parce que, tu sais, ça me prend un petit peu de temps. Des fois, ça va pas tout le temps bien. Hein? Des fois, c'est plus long à trouver, c'est moins long à trouver. Donc, à tous les 4 jours, j'ai une nouvelle gang qui rentre, OK? Fait que c'est ça, je me prends 10-12 gangs par année. Quand ce que ça va bien, ben, j'ai des groupes en backup. Ça veut dire que, mettons que j'ai prévu 4 jours là, on a réussi à tirer, mais je le sais qu'il y a un gars qui attend, ça fait 2 ans, puis il est genre à 3 km d'ici, puis là, des fois, eux autres, j'étais d'aller guider. Mais en gros, ça ressemble à ça ma saison. Puis pour me préparer, justement, ce que je fais, c'est comme là, justement, je pars à soir. Là, c'est un addon, là, écoute, mais
je te dirais une dizaine de fois pendant l'année, OK, pendant l'été, je vais aller marcher des terrains que je vais faire l'automne. C'est que je vais aller fouiller, je vais aller trouver justement où c'est qu'il y a des signes qui ont été laissés par les orignaux dans le temps de la chasse. OK? Il ne faut pas aller fouiller pour trouver des traces, parce que des traces l'été, ça ne veut rien dire. L'été, il fait plus chaud. Souvent, les orignaux, ce qu'ils vont faire, écoute, avec le poil qu'ils ont sur le dos, ils ne veulent pas rester à chaleur, ils vont se descendre dans des coulées. L'automne, ce qui va se passer, c'est le contraire. Les femelles vont tomber en chaleur. Lui, il veut entendre les femelles en chaleur. Il veut savoir où ils sont. Fait que ce qu'ils vont faire pour entendre mieux, on monte. OK? En montant, ben, il va être capable de repérer justement les femelles en chaleur, puis aussi, il va être capable de repérer les chasseurs qui viennent d'arriver en forêt. OK? Parce que le danger arrive. La meilleure place pour repérer ça, c'est ça. Puis les odeurs font quoi? Les odeurs montent aussi. Fait que l'automne, souvent, ce que je fais justement pendant ma prospection d'été, c'est que je vais marcher les montagnes. Je marche toutes les montagnes, je cherche des souilles. Des souilles, c'est un trou que les orignaux grattent, OK? Ils urinent là-dedans, puis ça sert à exciter les femelles, ces trous-là. Donc, s'il y avait un mâle avec une femelle, ben c'est parce que, écoute, l'habitat le permettait. Donc, il y avait de la nourriture, il y avait une place pour se cacher, il devait sûrement avoir de l'eau pas loin, il entendait tout autour de lui, il se sentait en sécurité. S'il y avait ça, il devrait en avoir l'année d'après. C'est un petit peu comme ça là, que j'enligne. Donc, des fois, je vais marcher 3-4 jours de temps, je vais essayer de repérer 4-5 places justement où c'est qu'il y a des souilles, puis des frottages, on voit qu'il y a des panaches en frotté après les arbres. Quand j'ai repéré ça, ben là, je suis prêt un petit peu pour mon automne. Là. Je vais m'enligner là-dedans, là, rendu à la chasse. Les courses, comme je disais tantôt, m'ont appris surtout relation client. Ce que c'est qui m'a appris à guider, c'est vraiment, je te dirais, c'est certain que j'ai pris 80% de ce que je connais en regardant faire les autres. OK? Fait que, tu sais, on est peut-être 10-15 guides vraiment connus qui font des chroniques dans des revues, qui font des films, qui font toutes sortes d'articles. J'ai tout lu ça, j'ai tout écouté les vidéos sur YouTube, sur Internet, partout ce que j'étais capable de trouver quelque chose. J'ai étudié ces vidéos-là, j'ai essayé de décortiquer pourquoi, par exemple, un me disait ça, l'autre me disait quelque chose d'autre. À partir de là, j'ai essayé tout ça. Puis je me suis rendu compte que ça marche plus, ça marche moins. Je devrais faire plus ça. Puis par la bande, avec les années, ben là, j'ai côtoyé plusieurs guides. Fait que là, j'allais dans le bois avec eux autres. Puis je me suis rendu compte des fois que, hey, lui, il fait ça, ça marche plus. Donc, je devrais peut-être me tourner vers là. Mais quand ça fait 10, 15, puis 20 guides que tu guides avec eux autres, ben, tu vas chercher des petits trucs. Puis là, ben, justement, à force de pogner des trucs, à un moment donné, ben, c'est ta technique personnelle qui s'améliore tout le temps. Là. Donc, tu sais, après ça, j'ai repogné des trucs par moi-même pour faire approcher des orignaux. J'ai compris vraiment le langage. Puis ça change beaucoup. Ça va beaucoup mieux là, que dans le passé. Ben écoute, par ici, là, c'est pas. Au Québec, on n'est pas des chasseurs de trophées. Je te dirais qu'aux États-Unis, ça arrive plus souvent. Là, comme moi, je voyais quand on guidait au caribou, les chasseurs de trophées, ils donnent la viande à qui la veut, puis ils partent avec la peau et le panache. Là. Il y a presque pour ça. Au Québec, ici, il n'y en a presque pas de chasseurs de trophées. C'est tout le temps, écoute, on chasse pour manger. Là, on est super contents. Ici, on manque pas de viande pendant tout. Ça fait une couple d'années, ça va quand même assez bien. C'est ça. Puis c'est certain aussi que le panache, écoute, moi, ça me fait capoter. Là. Le panache et l'histoire. Je regarde le panache, je vois pas je vois le panache, mais je vois pas nécessairement ça. Je vois, comme je disais tantôt, toute la gang, tout le trip qu'on a eu, puis c'est tous les souvenirs qui viennent avec. Puis quand je le regarde, c'est ça que je vois. C'est ça qui est trippant. J'en ai partout dans la maison, en bas. C'est vraiment, c'est vraiment le fun à regarder. Écoute, plus grand exploit. Je te dirais, là, c'est une affaire de niaiseux. J'en ai quand même des beaux tirés. J'en ai fait tirer des super beaux, un moyen tas. Je te dirais que mon plus grand exploit, c'est niaiseux parce que c'est un petit... Tu sais, je te dirais que j'en ai une dizaine que ça fait que je touche, OK? C'est quand même assez spécial. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont touché une dizaine. C'est souvent un dans leur vie, puis c'est à peu près ça. J'en ai une dizaine de touchés, mais d'accord, moi, c'est pas ça mon plus grand exploit. C'est qu'une fois... et là, c'est embêtant, je vous arrive dans toute une histoire. Là. Mais les orignaux, OK, le mâle, quand la femelle est en chaleur, OK, lui, il va l'approcher, puis il va analyser quand est-ce qu'elle est prête à accoupler, OK? Pour faire ça, il rouvre la bouche, il couche le panache sur le dos, puis il rouvre la bouche, OK? Un jour, OK, je marchais dans le bois, je marchais en forêt, j'ai fait venir un petit mâle, puis ça m'a pris, écoute, 2, 3, 4 heures à faire des tests. Je fais tout le temps des tests quand j'en ai un. Je le pousse jusqu'au bout, au bout, au bout. Puis j'ai trouvé une leçon cette journée-là pour lui dire, écoute, là, je suis prêt à coupler, il faut que tu fasses de quoi, Daniel Astwood? C'est un petit peu ça que j'ai dit. Le mâle, il était comme d'ici, écoute, juste au côté de moi, à 7-8 pieds de moi. Il a fait, justement, il s'est rouvert la bouche, il a essayé d'analyser quand est-ce que j'étais prêt à coupler. Ça, pourquoi le mâle n'est pas gros, c'est pas une affaire incroyable, je ne l'ai pas touché, mais je sais que j'ai
dans sa tête, j'étais 100 un orignal. Parce qu'il a fait ça. Il s'est dit, hey, je vais être bon pour accoupler cette femelle-là. Il était certain que j'étais une femelle orignale. Fait que ça, c'était une réussite comme. Vous avez compris l'animal. Oui, j'ai vraiment compris. Rendu là, c'est là que j'ai vu que, écoute, là, je venais de monter une marche, là, tu sais. Puis, de tout ce que j'ai vu, j'ai écouté des films, je vous dis, c'est incroyable comme j'en ai écouté. J'ai jamais vu personne le faire. C'est la seule chose vraiment que jamais personne a fait. À moins que je ne l'ai pas vu, ça pourrait toujours arriver. J'ai déjà vu du monde le faire, exemple, qui lui met de l'urine puis il le sente. Mais là, juste le son que j'y ai dit, j'étais en chaleur, puis il a dit hey, je vais essayer de voir. Ouais. Fait que c'était capotant. Ça, c'était capotant. Donc, votre plus grand exploit, c'était même pas nécessairement de l'avoir chassé, mais d'avoir un peu communiqué avec Oui, parce que j'étais allé juste pour pratiquer cette journée-là. On était le 2 septembre en plus, juste avant la période de route. Puis c'est ce jeune mâle-là, depuis cette journée-là, c'est lui qui m'a ouvert les portes. Parce que les gros, peut-être qu'ils m'ont regardé, ils disaient non, c'est pas un orignal, fait qu'ils n'ont jamais osé faire ça. Mais lui, en faisant ça, il a répondu à la plus grosse question que je me suis posée dans ma vie, c'était c'est quoi le maudit son qu'elle fait quand elle est prête à être accouplée? Fait qu'automatiquement, avec ce son-là, je suis capable de faire venir à peu près tous les orignaux à cette heure, parce que je le sais. C'est lui qui a vendu toute la gang. C'est ça qui s'est passé, là. Le meilleur des conseils, je pourrais dire aux chasseurs, c'est d'être patient, OK? Un orignal, OK, il répond pas instantané quand vous avez collé. Un orignal, ça répond quand ça marche, OK? Il répond aussitôt qu'il marche. Il va faire un pas. C'est là qu'il va dire « je m'en viens ». OK? Il prend contact avec vous autres. Puis des fois, un orignal, c'est bien patient. Fait que ça peut rester planté là pendant 15 minutes à vous écouter, puis à un moment donné, il dit je devrais peut-être y aller. Ah, je devrais peut-être y aller. Ah, ça avait l'air d'un orignal. Puis à un moment donné, il se décide d'y aller. Fait que là, il se décide, mais des fois, ça fait 10 minutes que vous avez appelé. Puis là, il part, puis là, il se met à répondre. Mais 10 minutes, c'est rendu. Le monde, ils ne l'attendent pas bien souvent à cette heure. C'est qu'ils callent, puis ils disent ah, ça fait 5 minutes, il n'y a rien ici. Ils partent, ils reviennent le lendemain, il y a des traces directes de ce qu'ils ont collé. Soyez patient. Essayez de changer les scénarios. Essayez de ne pas toujours être la même chose à tous les jours. Puis appelez pas trop fort non plus, parce que c'est un mauvais réflexe de. Bien, appeler fort, c'est une bonne technique quand l'orignal ne connaît pas le public, dans le fond. C'est quand l'orignal sait que. Quand les orignaux savent, dans le fond, qu'il y a des chasseurs dans le coin, ils savent que ça se met à coller partout, ben c'est peut-être l'idéal d'essayer de coller un petit peu moins fort puis de faire des techniques, justement, plus mollo. Casser des branches. Revenez un petit peu à la base, là. Vous n'êtes pas trop certain. Casser des branches, des petits sons pas forts, puis ça fait une différence. Ça prend pas grand-chose, des fois, pour réussir, là. Parce que j'imagine que l'orignal, c'est un animal. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on est présentement vers le fjord du Saguenay parce que c'est tellement beau, notre flore et notre faune. On va se le dire, là. On est chanceux sur la Côte-Nord, sur la Haute-Côte-Nord particulièrement. Je pense qu'il va falloir faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a côté flore, côté faune. Parce qu'on peut le prendre pour acquis, hein, quand on ne sait pas qu'est-ce qui est alentour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on va vous le dire, les vraies affaires. Fait que c'est vraiment simple. Dans le fond, la flore ici, bon, on est proche de Sacré-Cœur, on est près de Sacré-Cœur. C'est là où est-ce qu'il y a un environnement un petit peu plus agricole. Donc, c'est là qu'on a le plus de terre au niveau de la Côte-Nord, de la Haute-Côte-Nord. Mais si vous allez plus loin, donc on a le fleuve, mais si vous allez plus loin, vous allez voir vraiment que c'est une forêt boréale. Donc, on a beaucoup de conifères, beaucoup de sapinages. Donc là, les bouleaux et les érablières de ce monde, il y en a un petit peu moins. Donc, ça va être vraiment plus une forêt boréale. Plus on va vers cette île, c'est ce que vous allez rencontrer. Mais dans cette belle forêt-là, il y a des mammifères, hein, des petits des animaux. Donc, on a beaucoup d'orignaux, on a beaucoup de chevreuils, on a des lynx aussi. C'est vraiment tout ça qui regroupe le tout parce qu'on le sait, on va en parler un petit peu plus tard, mais on a beaucoup de chasse dans le coin. Donc, la chasse à l'orignal et on a beaucoup de lynx et de petits gibiers. Donc, de la petite perdrix pour les amateurs de petites chasses. Et là, on parle du fjord aussi, mais on a beaucoup d'autres animaux marins, même des mammifères. On a un des plus gros du monde, en fait. On appelle ça le grand rorqual bleu qui nage, en fait, dans nos eaux. Il se retrouve ici, là, plutôt parce que le fjord, c'est un gros garde-manger de plancton, de petits poissons. Et c'est pour ça qu'on retrouve près de 13 espèces de baleines. Quand même. On a le dauphin à flanc blanc, le petit rorqual. Écoutez, nommez-en, y les a toutes. Après ça, on parle aussi de, je pense, 5 espèces de phoques, au moins 5.
Mais là, on parle du fjord et des animaux marins, mais on parle aussi, qu'on a oublié de mentionner plus tôt, on a plus de 350 espèces d'oiseaux qui migrent ici sur la Côte-Nord. On a des beaux corridors de migration. Il y en a beaucoup à regarder, à se renseigner, à aller voir un petit peu partout sur la Haute-Côte-Nord. 350, c'est pas rien. C'est énorme. On les entend un petit peu partout hein, quand on se promène en forêt, ici, c'est vraiment tout. On a vraiment dit beaucoup d'éléments, Teresa, mais il faut rappeler aussi que si jamais les gens sont un petit peu mélangés, ils veulent avoir plus de connaissances, il y a tellement de musées sur les mammifères tout au long du chemin, que vous soyez à Tadoussac, que vous soyez aussi dans le coin de Longue-Rive. Il y a un beau centre d'interprétation aussi pour les oiseaux. Donc, c'est vraiment plusieurs places que vous pouvez planifier pour votre été pour aller voir et explorer la faune et de se chez nous. reconnecter avec la nature. Exactement. Voilà. Donc, nous sommes présentement avec Marie-Pierre Fortier à Sacré-Cœur qui va nous parler un petit peu de son entreprise Herbe à Miel. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est une longue histoire, en fait, qui a commencé il y a 16 ans. Pourquoi Herbe à Miel déjà? C'est parce que moi, j'aime beaucoup le domaine des plantes. Miel, bien évidemment, les abeilles. Puis je cherchais un petit peu à rejoindre ces deux éléments-là. On sait que les abeilles butinent d'une fleur à l'autre pour aller chercher du nectar. C'est avec le nectar qu'elles vont fabriquer le miel. Fait qu'on ne peut pas vraiment indissocier les abeilles du monde floral. C'est vraiment une espèce de maillon qui va aller rejoindre le monde animal et le monde végétal. C'est ça, moi, je n'ai pas suivi de formation en apiculture. C'est vraiment sur le terrain que j'ai travaillé. J'ai travaillé avec d'autres apiculteurs au Québec, en France aussi. Fait, comme on dit, j'ai appris sur le tas. Mais sinon, il existe aussi un cours qui se donne par vidéoconférence, entre autres, là, sur l'apiculture. Par contre, moi, c'est vraiment sur le terrain. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est essai-erreur, mais quand même, c'est faisable. Puis, je regrette pas mon choix parce que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. On est en plein air, on vit au gré de la nature aussi. C'est la nature qui nous dit quand on travaille pas. Fait que c'est vraiment un beau métier qui est manuel hein, aussi. Il faut aimer... C'est ça, des fois, il fait 30 degrés Celsius, on sue comme ça dans notre habit, dans le champ. On soulève des lourdes charges parce que le miel, c'est quand même pesant. Mais c'est vraiment satisfaisant. Puis j'ai l'impression aussi de faire quelque chose pour la planète, pour l'environnement, parce qu'on sait que les abeilles, c'est quand même essentiel là, pour la pollinisation. Fait que les abeilles, leur rôle là-dedans, c'est qu'ils vont butiner chaque fleur, ils vont se promener de fleur en fleur. Puis quand ils vont aller chercher le nectar dans la fleur pour fabriquer leur miel, bien, il y a du pollen dans la fleur aussi. Fait que le pollen va se coller partout sur son corps, comme ça. Quand elle va aller sur la fleur suivante, oups, ça va échapper un petit peu de pollen sur l'autre fleur. Fait que c'est comme ça que les fleurs vont se polliniser, vont se féconder. Puis on va avoir après des fruits. Fait que, par exemple, les producteurs de bleuets, ils vont louer des ruches d'abeilles pour favoriser la pollinisation. C'est comme ça qu'ils vont avoir beaucoup plus de fruits, mais aussi des plus gros fruits, des fruits plus uniformes, plus beaux, qu'on pourrait dire. OK. Ça dure environ 3 semaines, fait que les abeilles là, sont ici pour 3 semaines. On a 85 ruches en production, fait qu'ils sont toutes ici là, pendant cette période-là. Puis nous, bien, l'avantage, c'est que ça va nous donner aussi un bon miel de bleuetière qui est quand même assez recherché là, au Québec. Bien, justement, nous, chez Herbe à Miel, on voulait se différencier un petit peu des autres entreprises de miel. Quoique sur la Côte-Nord, il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs, puis c'est quand même spécial d'avoir des ruches sur la Côte-Nord. Mais malgré tout, tu sais, on savait qu'ici, nous, il y a moins de fleurs, on produit 2 fois moins de miel que les autres régions du Québec. Okay. Fait que moi, j'ai décidé de me démarquer par le côté qualité. C'est pour ça que nos miels, nous, ils sont crus. On vend nos miels crus, on ne les chauffe pas du tout, vraiment zéro chauffage. Ça, c'est dans le but de conserver toutes les enzymes. Les enzymes, c'est super bon pour la santé, c'est ce qui aide la digestion, les enzymes digestives. Okay. Puis le fait de ne pas le chauffer, on va aussi conserver tous les arômes subtils des miels. Fait que les gens là, qui sont connaisseurs, qui vont goûter un miel qui est cru, ils vont dire « Wow, ça goûte les fleurs ». Parce que quand on le chauffe, on va aller brûler aussi ces arômes, en plus de brûler les enzymes. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est supérieur. Un produit supérieur,
que les gens connaissent moins parce qu'en épicerie, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas pour quelle raison? Le miel qui est cru, il va cristalliser plus rapidement. Et des fois, les gens ils disent « Ah, le miel il est cristallisé, il est poigné en sucre. » Bien, tu sais, il est peut-être passé date, il n'est pas bon, c'est dur à gratter dans le fond du pot. Fait que je pense qu'il faut changer un petit peu les mentalités. Puis quand on voit le terme miel cru, de se rendre compte que c'est vraiment un produit qui est haut de gamme par rapport au miel non pasteurisé qu'on retrouve en épicerie, qui est correct quand même, qui est chauffé un petit peu dans le but de le garder liquide plus longtemps. Mais à éviter vraiment, c'est les miels pasteurisés. Ceux-là, ils sont surchauffés. Ils rajoutent de l'eau, des farines à l'intérieur. C'est un peu comparable au sucre blanc. Fait que finalement, il n'y a plus vraiment avantage à manger un miel comme celui-là. L'idée de l'apithérapie, c'est un peu, c'est pas nécessairement d'être malade puis se soigner avec les produits de la ruche, mais c'est aussi de s'entretenir, entretenir notre santé, entretenir notre système immunitaire. Dans l'actualité, là, il y a le COVID-19, hein, qu'on n'a pas le choix d'entendre parler partout. Je vais en parler aussi aujourd'hui. Puis une des façons de prévenir puis de se protéger, je pense que c'est de renforcer notre système immunitaire. Parce que quand on est fort, notre corps est capable de combattre mieux les choses, bien, l'apithérapie, en fait, c'est un peu de maintenir notre santé ou, c'est ça, l'entretenir ou l'améliorer, donc en consommant des produits de la ruche. C'est connu que les produits de la ruche, c'est très santé. Le miel, c'est le meilleur sucre qui existe pour la santé. Oui, le sirop d'érable, c'est super bon, c'est naturel aussi, mais c'est quand même le miel qui arrive devant parce que justement, il n'y a aucun processus, aucun chauffage. Dans la ruche, il n'y a pas juste du miel, je parle de miel. Il y a aussi de la gelée royale qui est très bon, qui est la nourriture de la reine des abeilles, qu'on peut consommer comme un énergisant dans les changements de saison, les périodes qu'on est plus fatigué. Il y a du pollen d'abeilles, j'en parlais tout à l'heure avec la pollinisation. Hein, les abeilles, tu sais, quand ils butinent les fleurs, là, ça recouvre leur corps. Puis après ça, les abeilles ont des petites brosses sur leurs pattes. Ils vont se brosser comme ça pour aller accumuler le pollen sur 2 petits sacs qu'ils vont ramener à la ruche. Fait que ça, c'est pas pour rien qu'ils les ramènent à la ruche, c'est pas parce qu'ils ont froid aux pattes et qu'ils se font des petites pantoufles, mais c'est la nourriture des bébés abeilles, les larves. C'est plein de protéines, des vitamines, des minéraux. Moi, personnellement, je commence ma journée toujours avec ma cuillerée de pollen le matin. Ah ouais, OK. Je suis pas végétarienne, mais c'est quand même un produit qui est bon pour tout le monde. C'est sûr que la Côte-Nord n'est pas reconnue comme l'endroit le plus chaud au Québec et le plus favorable pour les abeilles. Pourquoi j'ai choisi cet endroit-là? C'est parce que moi, je suis tombée en amour avec l'anse de roche. Je viens pas de la région. Moi, je suis native de la Rive-Sud de Québec. Puis, j'étais venue m'installer ici sur la Côte-Nord pour une autre raison, dans une autre vie. Mais je suis tombée en amour avec l'endroit. Puis le gros avantage de la Côte-Nord, en fait, en apiculture, c'est qu'ici, les terrains sont sains. Il n'y a pas d'agriculture intensive. On n'a pas les OGM, le maïs, les pesticides, parce que ça, c'est un gros ennemi des abeilles. Dans les autres régions du Québec, c'est une problématique, là, vraiment, parce que les abeilles, c'est ça, ils vont dans des plantes contaminées. Des fois, ils sont même plus capables de revenir à la ruche. Leur système nerveux va être affecté. Ah ouais. Fait qu'ici, on n'a vraiment pas de problématique à ce niveau-là. En tant qu'apicultrice, on ne sait jamais toujours ce qu'on va faire parce qu'on est vraiment dépendant de la météo. Comme aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux, peut-être qu'il va y avoir de la pluie. C'est pas une journée que je vais ouvrir les ruches parce que les abeilles vont être un petit peu plus agressives vu qu'elles ne peuvent pas sortir puis profiter de l'extérieur. Fait que je ne vais jamais ouvrir une ruche, là, à moins que ça soit vraiment nécessaire, dans des périodes comme ça. La journée typique de l'apicultrice, moi, en fait, je dois être partout, hein, parce que, oui, j'ai les ruches, je m'occupe de la production. Fait que de juin à septembre, je vais être souvent dans le champ, comme ça, à m'occuper des abeilles. Mais on a aussi notre boutique qui est ouverte 7 jours sur 7, tout l'été jusqu'à l'Action de grâce. J'ai des employés, mais je dois être présente un petit peu pour m'assurer que les inventaires suivent, tout ça. C'est moi qui fais les produits transformés aussi. Les produits transformés, on a une gamme de produits alimentaires, on a une gamme de produits cosmétiques, des produits santé, des produits d'entretien pour la maison. Fait que c'est assez varié aussi. Theresa, on a parlé beaucoup de flore et de faune en ce moment, mais là, c'est le fun d'aller
de l'avant à l'aventure. Et d'en profiter un peu de cette faune et de cette flore-là. Exactement. Puis on va se le dire, il y a beaucoup de terrain où est-ce qu'on peut s'amuser ici, autant sur la terre que sur la mer. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait un petit topo de nos activités préférées, peut-être randonnée autant pédestre que randonnée en kayak, parce que c'est vraiment le sport de prédilection pour les fans de plein air ici, le kayak. Mais si on commence tout de suite avec la randonnée, est-ce que tu aimes ça, toi, la rando, Teresa? Ah, j'adore ça, j'adore ça. Pas pire, hein? Ça se prend bien un petit samedi, un petit dimanche. Ça fait bouger, aérer un peu les bronches, là. Exactement. On aime ça. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux ici. Et il faut en parler un en particulier, notre petit bijou national du coin, c'est vraiment le parc national du Fjord du Saguenay. On est vraiment proche, en fait. Si vous pouvez voir, admirer la vue, c'est ici que ça se passe, tout simplement. Ça passe vraiment de tous les secteurs. Donc, ça passe vraiment à partir de la Côte-Nord jusqu'au Saguenay. Donc, ça va de Baie-Éternité jusqu'à Sacré-Cœur, jusqu'à l'Anse-Saint-Jean aussi. C'est vrai, ça fait vraiment un très grand secteur. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler du secteur Baie-Sainte-Marguerite, parce que c'est vraiment un beau coin. Puis c'est proche de chez nous aussi, donc c'est entre Tadoussac et Sacré-Cœur, donc ça se fait quand même très bien si vous êtes en Haute-Côte-Nord. Donc, il y a plusieurs secteurs que vous pouvez faire, plusieurs randonnées. Et à Baie-Sainte-Marguerite, vous pouvez directement aller au centre d'interprétation des Belugas. C'est là que ça se passe. Et puis là, vous pouvez faire plusieurs randonnées. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Effectivement, avec des distances aussi. Donc, vous pouvez soit faire des 5 km, des 10 km si vous êtes plus habile et vous voulez vraiment partir plus longtemps. Vous pouvez faire des 42 km. Des 42 km, sachez-le, qui part de Tadoussac jusqu'à quasiment, c'est à la Baie-Sainte-Marguerite. J'ai le goût de dire ça. Oui, donc c'est vraiment une grosse randonnée. Ça, c'est vraiment pour les fans. Oui, vraiment, les sportifs nés. C'est 42 km. Vous faites ça en 3 ou 4 jours, là, tout dépendamment de votre niveau. Et aussi apprécier la nature. Il y en a qui veulent faire ça plus vite. Mais il y en a qui veulent prendre plus leur temps. Donc, c'est vraiment ça prête un beau séjour pour d'activité. C'est ça, faire un petit camping en même temps. Oui, exactement. Puis il y a des belles vues à voir aussi pour les mammifères marins. Il y a la lance Pierrot que vous pouvez aller voir aussi qui est très beau. Donc ça, Parc national du Fjord du Saguenay, un incontournable, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Si vous êtes dans le coin de Tadoussac aussi, une belle randonnée à faire, familiale, quand même assez facile pour les enfants. Donc, c'est à Tadoussac, Pointe-à-Lillet. Donc, il fait une très belle boucle. Il y a un beau centre d'interprétation aussi pour voir les mammifères marins. C'est une belle place aussi où est-ce qu'il y a des belles roches. Pour faire un petit pique-nique. Exactement. Pourquoi pas? Je pense que tu l'as déjà fait. Ah oui, quelques fois. Cette randonnée-là, et Teresa, elle l'approuve. Donc, je l'approuve. À votre liste à faire. Et si vous vous rendez vers cette île, il faut que vous arrêtez absolument à Pointe-des-Fortins. C'est vraiment une place merveilleuse à Port-Neuf-sur-Mer. Donc, c'est sûr que là, il y a moins de grands dénivelés, mais c'est vraiment une très belle randonnée à faire sur la plage. Donc, si vous aimez des balades romantiques sur la plage, sur le bord de la mer, c'est super beau. Vous pouvez faire plusieurs arrêts. Il y a aussi des roches aussi où est-ce que vous pouvez vous asseoir, pique-niquer et puis observer la faune et la flore que l'on connaît. Donc, ça serait vraiment mes top 3. Mais sachez que si vous voulez faire d'autres randonnées, tout simplement aller sur la plage aussi, c'est vraiment des belles alternatives. Oui, toujours. Il y a tellement des kilomètres à voir ici. Ou sinon, mais vous vous rendez directement au parc de la CEPAC et il y a vraiment beaucoup de secteurs qu'on n'a pas nommés. Tout simplement mais aller sur il y en le a site. plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Il ne faut pas passer par-dessus. Et là, on parle de randonnée à pied et tout, mais on a aussi des randonnées superbes pour les kayakistes, ceux qui aiment ça, être sur l'eau, dans le vif du sujet. Là. On parle de Mer et Monde Écotour qui sont aux Bergeronnes et qui, même l'hiver, offrent aussi des trajets entre les banquises. Et ça doit être vraiment impressionnant. Quand même. Vraiment. Il ne faut pas avoir peur du froid, par contre. Ah, ça, c'est sûr que non. Il ne faut pas chavirer. Garde. C'est peut-être pour les plus expérimentés. Oui, mais ils sont accompagnés avec des guides vraiment expérimentés de plusieurs années. Donc, je pense que le problème de la situation, ça devrait pas arriver. Ça se règle vite, oui. Deuxièmement, on a aussi Vacances 5 étoiles qui se situe à Sacré-Cœur, où ce qu'on est en ce moment. Et c'est une belle balade dans le fjord du Saguenay. Et c'est super. Peut-être que vous aurez la chance de voir des belugas ou d'autres mammifères marins. Mais sachez que la Haute-Côte-Nord est remplie de cours d'eau qui est toujours apte à vous recevoir, vous et votre équipement. Là. Le tour est joué après ça. Tu peux aller n'importe où. Oui, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont nécessairement pas leur équipement. Donc, il y a beaucoup de services de location. Donc, ça, là, il faut se renseigner pour ça. Oui, exactement. Mais c'est un atout ici. Si jamais vous êtes pas du coin et puis vous voulez louer, expérimenter la chose, mais sachez qu'il y a beaucoup de services de location. Sinon, mais si vous avez votre équipement, tant mieux. Ça facilite les choses. Et puis, vous partez à une marina et vous allez avoir cette magnifique vue. Voilà.
C'est ce qui conclut notre 4e épisode de notre nouvelle saga À nous la côte. Mon nom est Sarah Villemer. Et Teresa Fortier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est sûr que là, en ce moment, on a fait un bref aperçu de ce qui se passe dans la faune et la flore sur la Haute-Côte-Nord, mais pour de vrai, pour voir ce qui se passe vraiment ici, on vous invite fortement à venir tout simplement visiter notre Haute-Côte-Nord parce qu'elle a tellement des petits bijoux, ça vaut vraiment la peine de venir ici. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller sur notre page Facebook parce qu'on met beaucoup de contenu sur notre page Facebook concernant notre émission. N'hésitez pas à nous écrire, nous partager vos commentaires, vos réflexions, peu importe ce que ça vous tente. On est là pour vous répondre et vous écouter. Exactement. Donc, on vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.